Tondeur professionnel depuis 25 ans, Thierry Taureau exerce dans toute la France. Il ne lui faut qu'1 minute 30 pour récupérer la laine sur une bête. Cette méthode, c'est la méthode Bowen, méthode néo-zélandaise. Le principe, c'est toujours d'enlever le ventre qui est une laine souillée pour qu'après, quand il trie la laine, il n'y ait plus que des laines propres. Et après, on essaie toujours de travailler de manière confortable pour la brebis. On contrôle la tête. Si la tête s'en va, la brebis suit. Sur plus de 60 km, s'étend la rive droite de l'estuaire le plus grand d'Europe, celui de la Gironde. Elle marque le sud de la côte charentaise. Entre terre et mer, ce long cordon littoral remonte vers l'océan Atlantique. Il borde une longue plaine côtière où des centaines de villages racontent 2000 ans d'histoire. Tous les jours, Yanis Suire sillonne ce territoire. Il y a 2 ans et demi, ce conservateur du patrimoine a entamé ici un inventaire global du bâti. Ce que je préfère, c'est le contact avec les habitants. Au moment où on arrive dans un village, dans un hameau, c'est de les écouter, qu'ils nous expliquent à quoi servait tel bâtiment, quelles étaient les fonctions de telle dépendance, si c'était un chai, une grange, etc. On a devant soi, sous les pieds, au quotidien, un patrimoine qu'il convient de protéger, de valoriser et de mieux connaître. Ce matin, Yanis est attendu sur l'un des plus beaux sites de l'estuaire, à Méché-sur-Gironde. Un lieu unique en France avec cette longue falaise calcaire abritant des grottes surplombant les eaux de l'estuaire. Dès la période gallo-romaine, les hommes aménagent ces dizaines de cavités pour y vivre. Durant des siècles, les populations les plus pauvres y trouvent refuge. Depuis une vingtaine d'années, elles sont transformées en maisons de vacances. Ce sont des résidences rares et prisées. Yanis, accompagné de Mélanie, une étudiante en histoire, est accueilli par Henri Cartron, Je vous dis, ça n'a rien à voir avec le traditionnel. le propriétaire de l'une de ces résidences atypiques avec vue imprenable sur la Gironde. C'est ici que l'estuaire est le plus large. 12 km séparent les 2 rives. Depuis ces falaises, on peut admirer le phare de Cordouan qui protège l'entrée de l'estuaire. Voilà, je vais vous montrer aussi... Il y a une dizaine d'années, ce commerçant a pu acheter cette grotte qu'il a totalement transformée. Donc toutes ces cavités dans la roche. Voilà, ça existait, c'était comme ça, donc on l'a équarri, nettoyé. Oui, et ça va loin dans la roche, il y a une épaisseur de pilier là. Oui, c'est épais, ouais, c'était comme ça. D'accord. Alors c'est des lieux, oui, qui ont servi de refuge, d'habitation pour les pauvres gens. Au fil des siècles, ces cavités abritent des pilleurs d'épaves, des naufragés, des brigands. Le coin des femmes et là, le coin des hommes. Non, mais bon, c'est le petit Et durant les guerres de religion, ce sont les protestants qui y trouvent refuge. Ce qui intrigue Yanis, ce sont ces traces d'aménagement très anciens. Toutes ces cavités existaient, comme Ah oui, celle-ci oui, avec oui, la petite, Tout ça le petit existait. logement, le petit rangement.
Les grottes, vous les avez un peu travaillées? Un petit peu, par endroit, oui, un petit peu retravaillé, oui, mais plus... Pour égaliser? Pour égaliser, Oui. parce que je voulais pas me casser ma tête. Est-ce que vous avez observé des coquillages, par exemple, Ah, il y en a pris dans beaucoup. les... oui, Il y en a beaucoup. qui montrent le passé géologique de, Je sais pas, de toutes ces faudrait... falaises. Comme ça que j'en ai vu un, Ouais, il y en a un là, je crois. ici. Il y en a un. Là, on Là, voit voilà. des stries. Tenez. Il y a 10 000 ans, la falaise de calcaire était sous le niveau de la mer. Donc ben, vous avez eu donc, les grottes. À Méché-sur-Gironde, aujourd'hui, ils ne sont qu'une poignée de propriétaires à bénéficier de ce panorama exceptionnel. Un peu plus tard, Yanis est attendu par le propriétaire d'un autre monument typique de l'estuaire. À Mortagne-sur-Gironde, l'un de ces petits ports caractéristiques implantés dans cette zone de marécage. Ces havres ne sont accessibles que par ces longs chenaux étroits. Jusqu'au milieu du XXe siècle, des navires de commerce accostent à Mortagne, dans ce refuge, au milieu des champs, pour venir y chercher des céréales. Aujourd'hui, seuls les bateaux de plaisance profitent de cette escale. Yanis et Mélanie sont attendus près du port. Ils ont rendez-vous avec Cohen Terquil. Voilà, je vous présente Mélanie, qui est stagiaire auprès du service de l'inventaire. Bienvenue. Voilà. En 2003, ce Hollandais est tombé amoureux de cet édifice industriel, une minoterie qui a fermé ses portes dans les années 70. Une partie des vieilles fenêtres, on les a retrouvées, on s'est en resservi. Cohen a décidé de transformer totalement le bâtiment et d'en faire des chambres d'hôtes. Il y avait un lavoir Un lavoir, d'accord. pour les bonnes, pour faire toute la... D'accord. Lavoir, il y avait un stockage de fuel. D'accord, d'accord. Plein de choses comme ça, tout ce qui allait avec la maison, c'était là. D'accord. Ouais. Je fais un schéma juste pour me souvenir du fonctionnement. Puis dans le temps, il y avait un étage là-dedans. Il y a 10 ans encore, cette partie du bâtiment abritait 5 silos à grains. Oui, est-ce que ça a servi de stockage de cognac pendant un ouais. temps? Et là, tu vois les poutres, et là, tu vois que les silos sont... Le rez-de-chaussée est aujourd'hui devenu une immense salle de jeu. Dans le... Il a fallu refaire une pièce en bois pour soutenir la poutre. Pendant le silo, donc, d'accord. Hein. Mais c'est dans l'immeuble mitoyen que les travaux sont les plus impressionnants. C'était tout vide, ben là, c'est le silo. D'accord, donc Et le silo était vraiment au-dessus de nous. Oui, au-dessus de nous. D'accord. Et puis on a monté un escalier de fur et à mesure. Oui. Ici, le bâtisseur a conçu cet escalier métallique et un ascenseur. Il a fallu près de 10 ans à Cohen pour venir à bout de cet immense chantier. La pièce maîtresse de ce nouvel ouvrage se situe au dernier étage. Et puis Yanis, là, il y avait la vis sans fin. Donc la vis sans fin, c'est ici. Par là, ça c'est un bâtiment de 1830, ce bout-là. Oui, c'est cette partie-là, d'accord. Ouais, avec c'est pour les- ça qu'il y a... À une vingtaine de mètres au-dessus du sol, il a transformé le sommet des anciens silos à grains en un immense loft. Mais j'adore bien avoir les éléments anciens et qu'il y a une histoire dedans, que les murs sont construits par un minotier et que maintenant sur les mêmes murs on continue leur travail. Et de raser quelque chose comme ça, pourquoi? Je veux dire, c'est super costaud. C'est un exemple de ce que l'on peut faire avec un patrimoine industriel en l'occurrence, hein. Le réhabiliter, le faire revivre. Voilà, on a respecté les volumes, on a respecté les formes, les matériaux, et puis on a gardé la trace, le souvenir du lieu aussi. On sait ce qu'a été ce lieu, on sait comment il a fonctionné, pourquoi il a été construit. On a marié effectivement l'histoire d'un lieu avec ses usages actuels et futurs, hein. Le lendemain matin, Yanis embarque à bord d'un hélicoptère.
il est accompagné du photographe avec lequel il travaille toute l'année. C'est la première fois que le conservateur du patrimoine peut survoler sa zone d'étude. Là, c'est pas mal habité là-bas, donc je vais pas trop m'approcher. Ouais. Mais on va rester à hauteur comme ça. D'accord. Et voilà, ouais, à cette hauteur-là, c'est bien. Ouais. Oui, c'est bien ça. Très très bien. Vu du ciel, Yanis découvre la lumière particulière de l'estuaire. Là, c'est sympa, en plus, il y a une lumière là, qui est... On est bien à la terre là. Impeccable. Les paysages de la rive droite de la Gironde dévoilent une grande variété de formes et de couleurs. L'objectif est d'observer l'estuaire sur toute sa rive droite pour voir ses différents paysages, ses différentes composantes. Il y a des choses effectivement qui apparaissent très clairement alors qu'elles étaient complètement cachées sur le terrain, notamment dans les marais, qui est un espace, un territoire très plat, un paysage vraiment presque monotone, mais en tout cas très très plat. Et lorsqu'on est au-dessus, on voit les anciens fossés, les anciennes parcelles, les anciens terrains, les anciennes prairies. On s'aperçoit qu'il y a des sinuosités par exemple, des formes plus sombres qui n'apparaissent pas du tout au sol et qui apparaissent vraiment lorsqu'on prend de la hauteur. Après 20 minutes de trajet, le conservateur veut observer l'un des emblèmes du paysage en Poitou-Charentes, les carlets. Ces cabanes de pêcheurs qui s'avancent au-dessus des eaux brouillées de l'estuaire. Depuis le XVIIIe siècle, ces fragiles édifices de bois sont offerts aux attaques des marées et des tempêtes. Érigés sur tout le littoral charentais, ils sont aujourd'hui constamment remis en état par des propriétaires passionnés. Longeant un ruban de falaise, Yanis s'approche maintenant du village le plus beau du littoral, Talmont-sur-Gironde. Édifié sur un promontoire rocheux, Talmont est la vigie de l'estuaire. Tu peux prendre Talmont avec la côte dans l'alignement. Ouais. Là c'est pas mal, ouais, avec la baie derrière. Ouais. Cette petite ville close est dominée par l'église Saint-Radegonde. Une parfaite représentation de l'architecture romane du XIIe siècle. Yanis se donne encore 3 ans pour terminer l'inventaire du patrimoine bâti dans chacun des villages de la rive droite de l'estuaire. L'estuaire de la Gironde, c'était un territoire que je ne connaissais pas du tout et que j'ai commencé à découvrir depuis 2 ans et demi, que je continue à découvrir. Et c'est très très enrichissant du point de vue personnel évidemment et du point de vue du service public que j'ai à rendre, puisque c'est ça mon métier, de se prendre un service public à des habitants, à des visiteurs. C'est extrêmement enrichissant de leur apporter une connaissance nouvelle ou en tout cas renouvelée de ce territoire si particulier. En se rapprochant de l'océan, apparaît la grande plage de Royan, la ville phare de la Côte de Beauté. Ces 3 kilomètres de sable fin en font l'une des plus grandes stations balnéaires de la côte atlantique. À la belle saison, plusieurs dizaines de milliers d'estivants viennent profiter ici de la douceur du climat de la côte charentaise.
Sur le bord de mer et dans les petites rues au cœur des parcs, Royan abrite un patrimoine exceptionnel, des centaines de villas de vacances et d'immeubles typiques des années 50. Aujourd'hui, un groupe de passionnés se mobilise pour la sauvegarde de ces chefs-d'œuvre de l'architecture du XXe siècle. Florence Do est décoratrice. Après plusieurs années passées à l'étranger, il y a 5 ans, elle est revenue s'installer dans sa ville natale. Mon métier m'a fait redécouvrir ma ville. J'ai commencé à ouvrir les yeux et à regarder ce qu'il y avait autour. Et en dehors, on va dire, de la cité balnéaire et du côté estival, sympa de la ville, je me suis aussi aperçue qu'il y avait cette architecture-là, puis bien sûr une histoire derrière. Là, on a un peu l'exemple des deux architectures, c'est drôle, la villa purement 50 et puis après l'arcade chaunaise. Avant la Seconde Guerre mondiale, la cité charentaise offre un tout autre visage. Avec son climat doux et ses 5 plages protégées, Royan attire très tôt les premiers vacanciers. Dès la fin du XIXe siècle, avec la mode naissante des bains de mer, la bourgeoisie bordelaise vient ici pour profiter de l'océan. Des quartiers entiers sortent de terre, un casino et une promenade en bord de mer sont construits. Sur le modèle de ses cousines normandes, Royan devient une station mondaine renommée. Mais le rêve se brise dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Sur le front de l'Atlantique, l'attaque contre la poche de Royan est commencée. À la fin de 1944, les Allemands se retranchent dans la poche de Royan. Car la ville est un site stratégique pour protéger Bordeaux. En réponse, le 5 janvier 1945, 2 bombardements alliés anéantissent la cité. En quelques heures, l'aviation rase 80% de Royan. Dans la cité martyre, tout est à rebâtir. Et en 1949, les travaux débutent. La ville qui sort de terre affiche un style résolument avant-gardiste. La pierre trop chère est remplacée par le béton. Le symbole de cette renaissance est l'église Notre-Dame, avec ses formes futuristes, dessinée par un architecte expérimenté, Guillaume Gillet. Il conçoit ici un édifice de béton totalement innovant, avec ses 24 piliers, ceinturant une ellipse de 40 mètres de long. Le chœur et la nef peuvent accueillir 2000 fidèles. Mais c'est autour du port que se dévoile le cœur de la nouvelle cité. Le projet des architectes affiche un plan d'urbanisme conçu en demi-cercle autour de la plage. Face à la mer, au bout d'un boulevard, se dévoile un autre bâtiment, un prototype d'architecture. À Royan, le nouveau marché couvert est un vrai parachute. Constitué de 13 voûtes en voile de béton, il forme une coupole de 50 mètres de diamètre sur 10 de hauteur. À la fin des années 50, après 10 ans de travaux, la ville redevient une station balnéaire réputée. Ce véritable laboratoire d'architecture d'avant-garde est reconnu sous le nom d'École de Royan. Ce matin, Florence Do retrouve un architecte des bâtiments de France. Antoine-Marie Préau a écrit le premier guide consacré au Royan des années 50. Il
Il lui ouvre exceptionnellement les portes d'ombre blanche. La villa vient d'être vendue récemment. Classée à l'inventaire des monuments historiques, elle est reconnue comme un chef-d'œuvre de l'architecture du XXe siècle. Ombre blanche et vide, et révèle des petits trésors de décoration. L'architecte a utilisé ici des techniques qui, à l'époque, étaient révolutionnaires. Même ce qui est plus que rare pour l'époque, le double vitrage. La cheminée, moi je l'observe. Cheminée, seconde cheminée. Et le concepteur a tout imaginé dans les moindres détails, comme ce bureau créé sur mesure. On est encore dans les années 50 dans la logique de l'architecte artisan. Il sait dessiner de la maçonnerie, il sait dessiner de la menuiserie, il sait dessiner de l'ébénisterie. Il sait tout faire en fait. Il sait finalement pratiquer nombre de métiers. Ombre blanche est la quintessence de la villa des années 50. Tout est conçu pour que la lumière pénètre partout. La visite se poursuit dans la salle de bain. C'est tout à fait caractéristique de ce qu'on pouvait utiliser comme gamme chromatique dans les années 50. Des couleurs un peu pastel, les jaunes, les bleus, les contrastes forts, le bleu pâle, l'orange. Et à côté, Tati, mon oncle. Et là, t'arrives dans la cuisine, une belle cuisine bourgeoise, dans son jus, bien acidulée. On voit le travail de dessin en fait sur mesure de tout. Effectivement, les petits tiroirs, les placards. Les placards à épices. Cette pièce illustre parfaitement l'évolution de la société d'après-guerre. Toutes ces pièces de sanitaire, de cuisine qui étaient souvent jusqu'à la fin du 19e siècle et même dans la première moitié du 20e siècle complètement repoussées, qui étaient considérées comme des locaux techniques qu'il fallait cacher, réintègrent complètement le logement et deviennent des vraies pièces qui sont travaillées, on les esthétise, on les réfléchit très attentivement dans toute cette production des années 50. Face à l'estuaire, Ombre blanche vient de trouver un nouvel acquéreur, un passionné du Royan des années 50. Un peu plus loin, derrière les villas du bord de mer, dans le quartier du parc, se cache une autre merveille, une maison de vacances surprenante, avec sa forme concave. Elle a pris le nom de Villa Boomerang. Depuis plus de 50 ans, elle appartient à une famille bordelaise, les Hervé. Et aujourd'hui, c'est Thomas, 28 ans, qui veille à sa destinée. Nous sommes début juin, et pour le grand ménage d'été, Thomas a invité un groupe d'amis. Alex, ça se passe bien? Pas de trace, hein? Ouais. Moi, je m'attache, c'est les vitres. C'est pas le plus intéressant, mais il faut que quelqu'un s'y colle. Puis bon, en fait, il y a une explication. Les répartitions des tâches, c'est en fonction de certains critères physiques. Lui, il est grand. Il est grand, les vitres sont hautes, bon, je le mets aux vitres. Voilà. Ça fait longtemps qu'il me parle de ce week-end à Royan, dans sa maison quand même, avec un cachet extraordinaire. Et il fallait faire les vitres? Non, il m'a pas vendu ça comme ça, mais il m'a dit effectivement qu'il y aurait quelques tâches ménagères à faire. On profite du beau temps et voilà quoi, on met un petit coup de main à la pâte. Il y a 5 ans, Thomas a décidé de tout mettre en œuvre pour protéger cette maison. Il conserve toutes les photos qui racontent l'histoire de la Villa Boomerang. Aujourd'hui, il les fait découvrir à Florence Do, la décoratrice. Voilà, ma grand-mère et mon grand-père. Tu vois, avec le bon style. Ouais, et puis le décalage avec la villa derrière. Ouais, c'est ça. Ultra moderniste. Tu vois, il y a mon père aussi. En 1944, les Hervé achètent cette belle maison d'été dans le quartier chic du parc. Un an plus tard, elle est totalement détruite par les bombardements. Pour la remplacer, la famille fait appel en 1955 au talent d'un jeune architecte. Ils font le pari de la modernité. Avec sa forme très pure, le projet est résolument contemporain. La famille rentre dans les murs en 1959. Thomas réaménage la villa avec son mobilier d'origine.
Il s'est lancé dans une véritable reconstitution du décor initié par sa grand-mère. Pour rester fidèle aux années 50, il a récupéré les vieux films de famille tournés en Super 8 par son grand-père. Grâce à ces images, Thomas retrouve la disposition d'origine de chacun des meubles et des objets. Alors cette radio, elle était dans la chambre de ma grand-mère, donc c'est elle qui écoutait avec cette radio, donc c'est vraiment d'origine. Mon travail, c'est d'aller notamment chez ma grand-mère et aller dans ses greniers, et regarder. Parfois je tombe sur des photos, parfois je tombe sur des petits meubles et je lui dis c'est quoi ça? Puis elle me dit ah, ben ça c'était à Royan, donc je fais mais c'était où à Royan? Et puis hop, je le prends et je le remets à sa place. Voilà. Je suis assez fan du mobilier sur mesure parce que moi je suis designer d'intérieur, donc dessiner des choses, le bar par exemple, et puis la banquette le long de la cheminée au fond, avec tout un tas de détails, c'est-à-dire qu'il y a une partie d'assises, ensuite une partie de rangement où on peut mettre les verres apéro, etc. C'est un petit bijou. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus, vous, ici? Moi, je pense que c'est la création, quoi. Le fait d'avoir imaginé d'abord un bâtiment et ensuite son intérieur, parce que tout a été fait de A à Z, le mobilier sur mesure, etc. C'est presque une œuvre d'art, en fait. Voilà, là, on est dans le salon, avec toujours des meubles d'époque. Ouais, vraiment tout gardé, je veux dire, l'emplacement du mobilier, etc., tel quel. Ouais. En fait, moi, encore une fois, mon intérêt, c'est vraiment de pouvoir conserver exactement l'emplacement des choses, parce que ça, tout a un sens, en fait. Voilà. Il y en a certains qui vont parler de salle d'attente ici, parce qu'il y a 5 fauteuils d'alignés. C'est l'architecte qui les a dessinés, ces meubles-là. Ils n'ont pas bougé. Grâce au travail entrepris par Thomas, la Villa Boomerang est l'une des mieux conservées de Royan. En fin de matinée, nous retrouvons Thomas et ses amis au marché, facilement reconnaissable à sa forme de coquillage. On est combien ce soir? Ils accompagnent Fabrice Gasse, un Royannais amoureux de la cuisine charentaise. C'est lui qui compose le menu pour ce soir. Pêcher de la nuit, hein, les langoustines. Ouais. Huîtres, crépinettes. Ça, c'est pas charentais. Quoi? Crépinettes? Crépinettes, c'est des petites sauces. Charentais, ça aussi. Ah ouais, c'est pur charentais. Aujourd'hui, ça va être pur. C'est menu typiquement charentais. Fabrice connaît tous les secrets de la gastronomie régionale. La crevette vivante d'ici, là, de Royan. Là. Ça se mange comment? Ça, on va les faire sauter à la poêle. Ouais. Tu arrives, hop, tu le fais sauter. Une petite feuille de laurier, si on en trouve, hop, on met ça dedans comme ça, et puis... Ouais. Le petit lard en dentelle. Bah, parfait. Ça, avec les huîtres... Excellent. Excellent. Le marché est le monument qui aujourd'hui symbolise le Royan des années 50. L'architecture d'ici, c'est vraiment typique Royan, c'est-à-dire ultra années 50. De toute façon, tout est hyper marqué années 50. Donc, moi, quand j'étais petit, je venais ici, je n'étais pas particulièrement sensible, mais c'est en apprenant, il faut apprendre, c'est un peu comme tout. C'est quoi, c'est dans quel sens? Presque la verticale. En fait, il y a un sens, là, quoi. Ouais, il y a toujours un sens. Retour à la Villa Boomerang. Fabrice entame sa démonstration de cuisine. Il faut faire doucement quand même. Et voilà, c'est un jeu de patience. De patience, mais après, une fois que c'est parti, c'est parti. Au menu, une éclate de moule, que l'on appelle aussi une terrée charentaise. Elles vont pas s'ouvrir à la cuisson. Là, elles vont garder leur jus à l'intérieur. Elles vont cuire dans leur jus. C'est quoi le nom déjà? Nous, on appelle ça une terrée, parce qu'avant, c'était dans une... Ils mettaient les moules dans l'argile. Et on chauffe par en dessous après ou... Ah non. Non, la planche, elle a servi déjà pour je sais pas combien de terre. Ça sent tout à l'envers. Thomas et ses amis apprennent à positionner les moules verticalement. C'est pas mal là, c'est bon. Ça va aller. Voilà, on vérifie qu'il n'y a pas trop de feuilles et de grosses. Et donc c'est simplement ça qui va brûler. C'est ça qui va brûler. L'originalité de ce plat réside dans sa méthode de cuisson. Fabrice recouvre les moules d'aiguilles de pin.
Ce sont elles qui donneront le parfum au plat. Et voilà. Ça va être cuit en combien de temps? Quand toutes les aiguilles de pain seront brûlées, elles seront cuites. À l'origine, les pêcheurs charentais disposaient les moules sur la vase séchée des marais. Voilà, la cuisson doit être prête. Comment on va pouvoir passer à table? En seulement quelques minutes, le plat est prêt. Ah non, elles sont pas à peine chaudes en fait. Bien. Voilà, donc en fait, la coquille s'ouvre toute seule. Hein. Puis la moule vient comme ça. Puis après, tu la manges. Dépêchez-vous. C'est bon? Ouais. Vous régalez? Ça n'a pas le même goût que les mariniers. Hein. Ah, pas du tout. Hein. Il y a un petit goût de fumée. Mais tu peux les faire aussi avec des pétoncles. Oui, les dorés, ils font ça avec des pétoncles. Ça se mange avec les mains. Bien sûr. Ça se mange avec les mains. Je crois qu'on est obligé. Hein. C'est une petite tapas de Charles Marinier. Nous quittons Royan. Direction plein nord. À une dizaine de kilomètres, apparaît l'estuaire de la Seudre, un des trésors naturels du Poitou-Charentes. Sur des kilomètres, c'est une gigantesque mosaïque de terre et d'eau, des anciens marais salants reconvertis en parc à huîtres. Puis se dévoile un long chenal rectiligne de 2 km de long. C'est l'accès au premier port de production d'huîtres de France, la Tremblade. Sur la rive droite du chenal, des centaines de cabanes ostréicoles, aux couleurs vives, sont alignées. Ces vitrines de la petite ville sont aujourd'hui protégées. Les propriétaires ont l'obligation de les entretenir et il est interdit de les transformer en habitation. C'est ici que Fabrice Gasse, le cuisinier, a grandi. Il veut faire partager aujourd'hui à Florence et Antoine-Marie sa passion pour ce site exceptionnel. On s'est baigné ici, on allait pêcher, c'est vraiment... Ma grand-mère avait une petite cabane juste là, de l'autre côté, où elle faisait ses huîtres, ses moules. Oui, là, c'est vraiment ce retour aux sources, là. On va voir les cabanes où il y a du noir, du bleu, du rouge, du jaune. En fait, ça correspondait aux couleurs des bateaux. Parce qu'avant, tous les bateaux étaient en bois. Les chalands ou les gros bateaux avec lesquels ils partaient à la marée, c'était en bois. Donc, comme il est resté la peinture, au lieu de jeter la peinture, il peignait les cabanes avec. Donc le bateau allait avec la couleur de la cabane. En tout cas, on a une lumière parfaite. Ostréiculteur depuis une vingtaine d'années, Philippe Ménadier fait découvrir à Florence et Antoine-Marie ce paysage à fleur d'eau. On se croirait sur les berges du Nil, les pharaons en moins. Pour atteindre les parcs à huîtres de Philippe, ils doivent d'abord quitter le chenal de la Tremblade et emprunter la Seudre. Juste en face, apparaît l'église Saint-Pierre de Marennes et son clocher de 85 mètres de haut, le plus élevé de Charente-Maritime. Face à l'île d'Oléron, la ville a donné son nom au plus grand bassin ostréicole d'Europe. Ah bah là, on est vraiment chez nous, là. Le marais de la Seudre, la Tremblade plus loin, le clocher de Marennes. Après un quart d'heure de navigation, l'exploitation de Philippe est en vue. Depuis le Second Empire, les ostréiculteurs mettent à profit cette zone privilégiée. Sur plus de 6000 hectares, ils cultivent le précieux coquillage dans ces eaux, protégées des humeurs de l'océan par l'île d'Oléron. Dans Bretagne, Normandie, tout ça, c'est uniquement le long de la côte. On n'a pas ces parcs en mer.
C'est unique au monde. C'est vraiment un spécial charentais. Voilà, c'est pour ça qu'elles sont si bonnes. Philippe va leur faire déguster la spécialité du bassin, la fine de Claire. Âgés de 3 ans, ces coquillages ont été élevés une année dans ce parc. Et là, c'est pas du tout la saison en l'occurrence. En tout cas, c'est pas vraiment la saison. Il n'y a pas de saison pour les Il n'y a pas de saison à vrai dire. Il y avait une saison, je vais vous dire pourquoi. Dans le temps, on disait les huîtres en air. Tout simplement parce que on n'avait pas le transport qu'il y a maintenant. Dans le temps, les huîtres partaient en charrette, elles allaient à Paris, donc forcément, elles mettaient 4-5 jours pour y arriver. Donc c'est vrai que durant ces périodes d'été et de forte chaleur, c'était pas trop bien conseillé, quoi. Voilà. À l'heure d'aujourd'hui, les huîtres partent à 10 h du matin de chez nous et arrivent en fin d'après-midi voilà, sur toute la France. On peut consommer des huîtres. À peine sorties de l'eau, les huîtres sont prêtes à être dégustées. Je crois que j'ai jamais fait ça en mer, tu vois. Sortir les huîtres. Ah, puis on a tendance en plus à les manger sortant du frigidaire. Et là Alors que là, il y a. Là, sont à température de l'eau, quoi. Voilà. Donc l'eau doit être à peu près une vingtaine de degrés. Bon. Ils ont encore plus de goût. Voilà. Alors Ben, top. Vous qui êtes puriste là avec le citron, sans le citron. Je pense qu'à un moment donné, il faut goûter l'huître nature au départ. Après, si tu veux y mettre un petit coup de citron ou autre chose, nous on le mange nature. On peut la manger différemment. Nous nous dirigeons maintenant vers le cœur de la région. Le Poitou-Charentes est une terre romane qui abrite des monuments d'exception. Il parsème les 4 départements, la Charente-Maritime, la Charente, la Vienne et les Deux-Sèvres. Dès le Xe siècle, les bâtisseurs expérimentent ici de nouvelles techniques de construction. Ils mettent à profit la pierre calcaire et la lumière. Marie-Pierre Baudry-Partenay est passionnée par l'histoire de l'art médiéval. À la tête d'une association de défense du patrimoine, elle connaît parfaitement l'architecture romane de la région. Cet après-midi, l'historienne est accompagnée de Léonard, un jeune étudiant. Elle l'emmène à la frontière de la Saintonge et du Poitou pour découvrir l'une des églises les plus remarquables de France. Voilà, donc on arrive sur Aulnay de Saintonge, et c'est vraiment la bonne heure en fin d'après-midi pour découvrir l'église, puisque comme la plupart des églises, elle est orientée, donc son chevet est à l'est, sa façade à l'ouest, et donc à cette heure-ci, on profite des derniers rayons du soleil qui viennent vraiment laver la façade, qui donne à la fois une lumière douce, chaude et rasante. À mi-chemin entre Poitiers et Saintes, sur la route de Saint-Jacques de Compostelle, apparaît Saint-Pierre de la Tour d'Aulnay. Monument historique, depuis 1840, cette église est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce chef-d'œuvre de l'art roman poitevin du XIIe siècle doit sa réputation à l'équilibre de ses proportions et surtout à la richesse de son décor sculpté. Donc on voit un message religieux très fort qui est concentré bien sûr à l'endroit où on entre dans l'église, et puis autour, sur les chapiteaux, des monstres. Et alors là, ce sont vraiment des monstres fabuleux qui sont là pour faire peur et qui doivent rappeler là aussi aux croyants qu'ils doivent absolument rester dans le message chrétien, mener une vie vertueuse s'ils veulent rester dans l'église et rester dans la maison de Dieu.
Marie-Pierre veut faire découvrir un autre trésor de sculpture monumentale à Léonard. On a un portail sud ici qui donnait vers le cimetière. On trouve à la fois des motifs, si tu veux t'approcher tu verras mieux, regarde. On reconnaît les vieillards de l'Apocalypse, des apôtres, des saints. Et puis tout en haut, regarde la frise, que des animaux fantastiques. Des monstres, des chimères, des griffons ailés, des sirènes. Ces dentelles de pierre, magnifiquement travaillées il y a presque 1000 ans, ont résisté aux attaques du temps. En général, la sculpture des églises romanes de Saintonge est relativement bien conservée parce qu'on n'est pas dans le tuffeau, par exemple, des Pays de la Loire, où le problème c'est que ce tuffeau c'est de la craie, donc c'est très abîmé et on n'arrive pas à restaurer la pierre, on est obligé de la changer. Donc c'est ce qui fait aussi aujourd'hui la richesse de la Charente avec ces églises romanes, c'est qu'elles ont assez bien résisté au siècle, du moins quand elles n'ont pas souffert des guerres de religion ou de la Révolution. Les deux historiens reprennent la route en direction du nord-est. Ils quittent la Saintonge pour le cœur du Poitou et les Deux-Sèvres. 30 km sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour arriver à Melle, l'un des hauts lieux de l'architecture médiévale. Cette petite ville possède 3 églises, un concentré d'art roman que l'on appelle la triade romane. Donc là, on arrive par le quartier Saint-Pierre. D'accord. Et c'est la première église romane? C'est pas la plus ancienne. À l'entrée de Melle trône l'église Saint-Pierre, construite en calcaire ocre au début du XIIe siècle, à l'emplacement d'un oratoire. Ici, donc, l'église Saint-Savinien, qui est bâtie sur une petite hauteur. Voici l'église Saint-Savinien, la plus austère des 3. La seule construite dans la cité féodale. Cette fois-ci, dans le vallon, tu vas voir apparaître l'église Saint-Hilaire. Enfin, Saint-Hilaire, la plus vaste des 3 églises de Melle, bâtie au XIIe siècle, elle est située hors les murs. On ne peut pas visiter Melle sans s'arrêter à Saint-Hilaire, qui est quand même un des hauts lieux de l'art roman en Poitou. Elle aussi classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, Saint-Hilaire est l'un des monuments les plus achevés du roman poitevin. C'est en descendant dans l'église par ce long escalier que l'on prend conscience du volume de l'édifice. Ainsi, on a une vue plongeante sur le chœur, à moitié enfoui dans le sol. Ici, on est dans une église, une des premières églises de France à avoir bénéficié d'une protection au titre des monuments historiques et avoir à la suite fait l'objet de travaux. Puis c'est pas n'importe qui a fait ces travaux, c'est celui qui en a été l'initiateur, c'est le fameux Prosper Mérimée, connu comme écrivain, mais aussi premier inspecteur des monuments historiques. Mais c'est à 150 km plus au sud, à la frontière de l'Aquitaine, que se situe un autre édifice médiéval exceptionnel. Nous sommes à Aubeterre-sur-Dronne. Un archéologue retrouve ce matin des spécialistes du patrimoine charentais. Ils vont évoquer les dernières recherches consacrées à un monument historique atypique. C'est ici, sous cette haute falaise de craie blanche qui domine le village, qu'a été bâtie la plus grande église souterraine de France. L'église monolithe de Saint-Jean. Avec sa nef de 20 mètres de haut, elle a été creusée à Même-la-Roche au XIIe siècle. Jean-Luc Piat est archéologue.
Depuis 10 ans, il tente de percer tous les mystères de ce monument singulier. Aujourd'hui, il fait part de ses découvertes au conservateur départemental du patrimoine et à Denis Daudemont, l'architecte des monuments historiques en charge du site. Pour l'archéologue, les bâtisseurs de l'époque ont utilisé une technique importée d'Orient. La roche a été évidée en partant du haut. Ça a commencé par là, voilà. Ils sont arrivés par la falaise, ils ont creusé une sorte de chemin d'accès. Et depuis ce chemin d'accès, ils ont creusé une galerie technique en U, ce qui leur a donné le périmètre désiré. Et ensuite, ils ont descendu, comme des carriers, le sanctuaire. À l'époque, tous les murs de ce lieu de culte étaient peints et décorés. Au fil des siècles, l'église a été pillée. À quelques endroits, il y avait des vestiges de peinture murale sur des enduits. Donc il faut imaginer cet espace qui ressemble à une grotte, en fait comme un espace extrêmement bien fini au niveau de ses parements. On peut imaginer des luminaires, des éléments en bois, des tribunes. Voilà, des tribunes. Donc on a vraiment quelque chose qui est vide. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est les éléments de lecture, parce qu'à l'époque, s'il y avait des peintures, s'il y avait des boiseries, il y avait un message qui était livré. Aujourd'hui, le message, on ne l'a plus. Donc il faut le restituer à partir des quelques éléments qu'on a. C'est de retour de croisade que Pierre de Castillon, le seigneur d'Opter, fait bâtir cette église pour y placer des reliques rapportées de Terre Sainte. Et au cœur du monument, il fait ériger ce reliquaire, dont la forme s'inspire de celle du Saint-Sépulcre de Jérusalem. On a ici un certain nombre d'éléments qui confirment cette hypothèse, surtout la réplique de ce qu'on pouvait voir à Jérusalem au Saint-Sépulcre, du tombeau du Christ, qui est une réplique monolithe, c'est-à-dire qu'elle a été réservée dans le rocher. Cette église, elle est unique ou pas? Est-ce qu'elle a d'autres comme ça? De cette taille, elle est unique. Par contre, elle a une petite sœur à Saint-Émilion, une église souterraine, dite monolithe, qui est exactement la réplique quasi à l'identique, mais de proportion moindre. Nous sommes de retour sur l'estuaire de la Seudre, au cœur de l'Aunis, en Charente-Maritime. Ici débute l'un des plus grands marais de France, englobant 27 communes. Une zone de présalé avec sa multitude de canaux qui se remplissent à chaque marée. Autrefois, on y récoltait le sel dans des bassins rectangulaires. Au milieu de ce territoire se détachent les murailles de la citadelle de Brouage. Ancienne capitale du commerce du sel, la cité est transformée en place forte par Richelieu pour concurrencer La Rochelle, la protestante. Au XVIIe siècle, Vauban modernise Brouage en y édifiant des fortifications. Un siècle plus tard, la mer se retire et peu à peu, la citadelle tombe dans l'oubli. Entre Brouage et l'estuaire de la Charente, une partie du marais a été sanctuarisée en 1985. C'est la réserve naturelle de Moise-Oléron. Ce site est un poste d'observation incontournable pour les ornithologues du monde entier. Un lieu de nidification pour des milliers d'oiseaux migrateurs. Pour eux, c'est une terre d'asile entre l'Europe et l'Afrique. Ici, les nombreuses espèces d'oiseaux côtoient des centaines de moutons. Des Scottish Blackface, une race particulièrement résistante. Ce matin, les 220 moutons sont réunis au cœur du parc pour un rendez-vous annuel, la tonte.
Tondeur professionnel depuis 25 ans, Thierry Taureau exerce dans toute la France. Il ne lui faut qu'1 minute 30 pour récupérer la laine sur une bête. Cette méthode, c'est la méthode Bowen, méthode néo-zélandaise. Le principe, c'est toujours d'enlever le ventre qui est une laine souillée pour qu'après, quand il trie la laine, il n'y ait plus que des laines propres. Et après, on essaie toujours de travailler de manière confortable pour la brebis. On contrôle la tête. Si la tête s'en va, la brebis suit. Le principe de la méthode Bowen, quand tu tonds, c'est que ta toison, quand tu as fini de tondre, elle est entière. Chaque toison pèse en moyenne 2,5 kg. Et là, on a une toison de brebis qui est belle. Philippe Delaporte, le conservateur de la réserve, supervise l'opération. C'est lui, avec un groupe de scientifiques, qui a eu l'idée d'installer ici un troupeau de moutons pour entretenir les pâturages. Le mouton blackface ici est un outil de gestion. On accueille essentiellement des oiseaux d'eau migrateurs, des prairies marécageuses ouvertes, des marais ouverts. Et le mouton va pâturer pour maintenir les habitats prairiaux ouverts. La tonte dure toute la journée. Elle doit être terminée avant la nuit. Demain, une opération d'envergure va mobiliser tous les gardes. Il est 6 heures du matin, le marais est encore endormi, Philippe est déjà à pied d'œuvre. Il déplie des filets pour évaluer la population de passereaux migrateurs dans la réserve. Ça va Loïc, tu termines celui-là? Je passe au suivant. Philippe doit faire vite, les pièges doivent être déployés avant les premiers envols. Est-ce qu'il y a une heure particulière pour poser les pièges là comme ça? Oui, l'idéal c'est avant le jour. Vraiment, là pour l'instant on entend quelques oiseaux qui chantent, mais ils sont immobiles. Il y a un degré d'humidité très important dans les buissons. Ils évitent de se déplacer parce que ça bougerait rapidement le plumage. Alors on attend que le soleil se lève et là les oiseaux commencent à bouger pour rechercher leur nourriture. Et là il faut que les pièges soient déjà en place de façon à ce qu'ils croisent les pièges et qu'ils s'auto-capturent. Et voilà, ça fait 3 filets de posés, il en reste 11. Après 25 ans passés ici, Philippe reconnaît le chant de chacun des oiseaux. Le rossignol, là, qui chante à gauche. Le bouscard. Ce qui est rigolo, c'est que tout le monde ne chante pas en même temps. Il y en a qui se lèvent plus tôt que d'autres. Peu à peu, le marais s'éveille. Il y a un bon volume sonore, les oiseaux sont très actifs. Il y a de fortes chances qu'il y ait du monde tout à l'heure dans les filets. Philippe et son équipe ont disposé 26 filets sur toute la réserve. Le jour se lève, l'opération peut commencer. Pour l'aider dans sa mission, Philippe a fait appel à Cédric et Maxime, 2 jeunes stagiaires en formation. Si, un client. Ah, ici aussi, un client. Super. Ah, moi j'ai un chardonneret là. Petit oiseau chanteur qui a longtemps été piégé pour être mis en cage dans les appartements. Alors en France c'est une tendance qui s'est perdue. Depuis 1981, cet oiseau est protégé. Et Philippe va le baguer. Alors on l'appelle le chardonneret, son nom vient du chardon, que c'est un grand consommateur de graines de chardon. Et la forme même du bec lui permet donc d'aller chercher la graine dans la fleur de chardon à l'intérieur, profondément entre les piquants. Vous voyez, un bec fin et effilé. L'équipe se dirige vers un autre piège.
La manipulation des oiseaux est une tâche délicate et réglementée. Même côté que le 14, c'est d'accord. En France, ils ne sont que 400 comme Philippe à pouvoir la pratiquer. Les jeunes qui veulent devenir bagueurs mettent généralement de 3 à 5 ans avant de passer l'examen. Le code espèce, c'est l'Hippolaïs polyglotte. Polyglotte, c'est parce qu'il a une capacité de chant à imiter un tas d'autres espèces. C'est une femelle. Quand je souffle là, elle n'a plus une plume sur le ventre. Ça s'appelle une plaque incubatrice. Ça sert à incuber les œufs. Et ça vous permet de déterminer si c'est un mâle ou une femelle? Sur cette espèce-là, c'est actuellement le seul critère qu'on peut utiliser. On souffle. On voit, elle n'a plus de plume sur le ventre, c'est une femelle. Un peu plus loin, le conservateur de la réserve a capturé un autre passereau. La plus grosse bête de la matinée pour l'instant, le merle. Alors une des particularités du merle noir, c'est qu'il faut faire très attention quand on les manipule parce que vous voyez, il perd des plumes. C'est le principe de la queue du lézard. On attrape le lézard, la queue vous reste dans les doigts, le lézard continue sa route. Le merle a un de ses prédateurs, c'est un petit rapace qui s'appelle l'épervier d'Europe. Il va attraper la première chose qui se pointe, c'est quoi? La queue. Et certaines fois, l'épervier, il a une collection de 12 plumes de queue, et le merle a continué sa route. C'est une stratégie de défense. Là, ça bouge un peu plus. Philippe a toujours été passionné par la nature. À 19 ans, il abandonne une carrière d'éducateur pour devenir ornithologue. J'ai croisé une paire de jumelles et hop, ça y est, c'est parti. Et là, depuis, ça n'arrête pas vraiment, quoi. Je vais avoir 50 ans cette année, là. Ça fait donc 30 ans que je fais de l'ornithologie. En 30 ans, Philippe a été le témoin de nombreux bouleversements. Le jour où on n'entendra plus un oiseau chanter, à mon avis, nous, en tant qu'hommes, on ne sera pas bien. Je pense que notre vie sera beaucoup plus morne et beaucoup moins agréable si la nature continue à décroître telle que c'est engagé là. On est intimement liés, quoi. On n'est pas à côté, on n'est pas à part, on est en même temps sur la même planète. C'est un mâle et tu mets plus 2 ans. En 6 heures d'opération, les équipes identifient près de 200 oiseaux. C'est une bouscarle de Sétis. Quel âge? Plus d'1 an. En fin de matinée, c'est le coup de chance. Maxime décroche d'un filet 0,86. un martin pêcheur, une espèce rare. On en capture très peu ici à cette saison parce que sa reproduction sur le terrain de la réserve naturelle et du conservatoire, elle est extrêmement rare. C'est un cas tous les 10 ans à peu près. Cet oiseau a une particularité physiologique étonnante. C'est un oiseau qui a une capacité de mobilité au niveau du cou énorme parce que pour pêcher des petits poissons, il se perche sur une petite branche au-dessus de l'eau et le corps ne doit pratiquement pas bouger pour ne pas éveiller l'attention de la proie. L'irisation, c'est extraordinaire. Généralement, c'est ce qu'on voit d'un martin pêcheur. Vous vous baladez au bord d'une rivière, d'un coup il y a un truc qui fait tit et vous voyez cette flèche bleue qui part devant vous. C'est le martin pêcheur qu'on voit de dos comme ça. Voilà. Le travail de cette équipe d'ornithologues va nourrir les études d'autres scientifiques à travers le monde. Il est pressé, lui. Puis il n'est pas content. Nous prenons maintenant la direction de l'extrémité nord du marais de Brouage. Après 400 km depuis sa source au pied du Massif central, la Charente rencontre enfin les eaux de l'Atlantique. À la pointe de l'estuaire, près de Port-des-Barques, un passionné se bat pour sauver un savoir-faire typique de la région. Il est 3 heures du matin.
Éric Jarnant débute sa journée. Il est le dernier à fabriquer de façon artisanale un fromage frais exceptionnel, la jonchée. La base de la jonchée est très bon. C'est pour ça que ça fait presque 25 ans qu'on se sert toujours au même endroit. On fait ça en fermant les yeux presque. Éric applique scrupuleusement la technique familiale. Il réchauffe d'abord le lait et ajoute de la présure pour le faire cailler avec quelques gouttes d'arôme d'amande. Je fais à l'œil au pif, en gros. Mais à quelque chose près, à 1 degré près, je me trompe pas beaucoup. C'est une recette familiale que, quelque part, j'en suis peut-être un petit peu fier, parce que j'ai quand même la reconnaissance des clients. C'est quand vous avez des clients qui disent, de toute façon, j'en prends qu'à vous, je prends que de la jonchée Jarnant. Quelque part, c'est des gens qui sont fidèles et qui reconnaissent le travail. La particularité de la jonchée, c'est ce paillon. Un fuseau de jonc du Marais dans lequel le fromage frais est emballé et qui lui donne son goût végétal. Le jonc dégage une petite odeur, un petit truc qui ça sent, ça rappelle, il faut connaître aussi le coin, ça rappelle un peu l'odeur du Marais. Il y a un petit plus quand même. Le lait est caillé. Transformé en fromage frais, il est délicatement posé sur un paillon. Il faut un caillé assez souple. Quand c'est trop caillé, après quand vous démoulez la jonchée se coupe en deux. Là ça va. Là ça va. Ça va bien prendre la forme du paillon. Chaque matin, Éric fabrique plusieurs centaines de jonchées. C'est au cœur du Marais qu'Éric nous emmène ce matin. Ses 2 enfants et sa femme l'accompagnent. 2 ou 3 fois par mois, durant l'été, il vient sélectionner ici les plus beaux joncs. Hop. Donc il faut un petit jonc souple, assez rigide, mais pas trop dur. Ceux-là me paraissent pas trop. Éric récolte l'une des 3 variétés que l'on trouve en France, le jonc fleuri. Ils ont l'air très bien, ils ont l'air assez durs même. On le sent, de toute façon le sol est déjà sec. Et quand le jonc s'écrase, il ne dure pas dans le temps. Donc il faut qu'il souffre un petit peu avec la sécheresse. Donc les meilleurs, c'est août, quoi. Il faut les trier, il faut sortir ceux qui sont trop secs. Éric est l'un des derniers à savoir choisir les meilleurs brins, une technique qu'il transmet à ses enfants. Ça a l'air simple, mais en fait non. Faut pas le dire, j'ai toujours fait ça toute ma vie. Dès que j'ai pu faire du vélo, j'allais avec mon frère, c'était notre corvée, ça entre guillemets. C'était, quand on était gamin, on avait d'autres choses à faire qu'aller ramasser les joncs. Ouais. Mais bon, c'était notre travail, il fallait, quand les parents disaient aller aux joncs. Donc on partait tous les 2 en vélo et puis hop, c'est mon frère qui m'a appris à trier et puis à les couper. En 2 heures de coupe, Éric ramasse près de 600 tiges. La jonchée chez les Jarnant est une affaire de famille. Une fois ramassés, calibrés et nettoyés, les joncs doivent être cousus pour former le paillon. C'est le travail de Denise, la maman d'Éric. Ça ne va pas être simple de piquer les joncs, non? C'est un coup de main, oui. Ma belle-sœur n'y arrive pas. Il y en a qui y arrivent du premier coup. Vous avez déjà compté combien vous en avez fait, des paillasses comme ça? Non, j'ai pas compté, mais enfin, j'en faisais 20 à l'heure quand la machine marchait bien. Éric ne fait confiance qu'à sa mère pour ce moment délicat. Un coup de main qu'elle exerce depuis plus de 50 ans. Ça m'a marqué, moi. Je me rappelle quand l'après-midi, on l'entendait faire que ça. Ah bon? On a commencé en 65, il avait 2 ans. Oh, j'en ai passé des après-midi. Mon mari allait les chercher, ou les enfants. Moi, je les piquais, et après, à 5h30, il fallait aller chercher les vaches. La jonchée est un produit frais qui doit être consommé dans les 24 heures. Éric
se charge de livrer ses fromages au plus vite. Au volant de sa camionnette, accompagné de son fils Maxime, il parcourt l'estuaire de la Charente. Je veux des jonchets pour vendredi. J'en veux 10 pour vendredi matin. Dans chaque village, il est attendu par une clientèle fidèle. Bonjour les filles. Et voilà, merci beaucoup et bonne journée. Ça fait combien de temps que vous prenez des jonchets? Oh là, j'ai connu ses parents, alors parce que je suis né là, moi. Enfin, un yaourt, ça serait peut-être meilleur, non? Non. Ça, c'est, je sais ce qu'il y a dedans et c'est bon. Ah ben, c'est frais, surtout quand il fait chaud. Monsieur. Voilà, Madame Paulette. Au revoir, messieurs. À mardi. Nous remontons le cours de la Charente en direction de l'Est. Sur 15 km, les méandres du fleuve sont navigables. Ici, en 1898, l'ingénieur Ferdinand Arnaudin bâtit un ouvrage d'art hors norme, le pont transbordeur de Rochefort. Pour traverser d'une rive à l'autre, les piétons et les véhicules embarquent sur cette nacelle suspendue par des câbles. Mise hors service en 1967, le pont est classé au titre des monuments historiques 10 ans plus tard. Au début des années 90, il est réhabilité. Bon, faut toujours faire quelques acrobaties. Et ce matin, comme tous les lundis, 3 mécaniciens contrôlent les rouages de la machinerie centenaire. Vous êtes vaché? Ouais, c'est bon. Tu peux envoyer, on est prêt. Alors on est à 56 mètres quand on se trouve sur la passerelle. Et si jamais on monte là-haut où il y a le paratonnerre, on se trouve à un peu plus de 68 mètres. Et c'est pas trop dangereux? Non, ça va. On a une formation, on applique les consignes qui nous sont données. Non, ça va, il n'y a pas trop de danger. Et ça vous plaît? Ah oui. Surtout quand il fait beau, c'est très agréable. On profite du panorama, on participe à l'entretien de cet ouvrage unique. C'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, le pont revit. Il est ouvert au public 6 mois par an. Les plus gros bateaux peuvent remonter le fil de l'eau sans obstacle. Depuis 2001, c'est Bernard Piguel qui est chargé de piloter la nacelle. Tous les jours, il effectue des dizaines de traversées entre les deux rives du fleuve. En 12 ans de métier, Bernard a appris à en reconnaître chaque son. On connaît la musique du pont, les câbles, le bruit des câbles, le bruit des pièces métalliques. Dès l'instant qu'on passe un rail, ça fait un bruit assez comme celui-ci. Là, vous savez où vous en êtes? Voilà, on sait où on en est à peu près. La traversée dure 4 minutes 30. Le seul pont mobile de France à avoir échappé à la destruction est emprunté chaque année par plus de 45 000 personnes. Il en reste moins de 10 comme celui-ci dans le monde. Un peu plus loin, au détour d'une boucle du fleuve, apparaît Rochefort. Une ville marquée par son passé militaire. Louis XIV y fait bâtir son arsenal maritime avec sa fameuse corderie royale. À l'époque, c'est le plus long monument d'Europe. 374 mètres. La longueur nécessaire pour fabriquer d'un seul tenant les cordages des bateaux. Après Rochefort, nous poursuivons le fil de la Charente pour découvrir une cité 2 fois millénaire.
Saintes, l'une des villes d'art et d'histoire les plus riches de France. Son patrimoine architectural et archéologique en font un site d'exception. Le clocher de la cathédrale Saint-Pierre domine le quartier médiéval. Au pied de la cité, un amphithéâtre témoigne de la civilisation romaine qui créa la ville. Il pouvait contenir près de 15 000 spectateurs. À 50 km plus à l'est, nous sommes au cœur de l'Angoumois. Nous arrivons aux confins de la Charente, aux portes du Périgord. Ici, le décor change, avec son panorama de grandes forêts et de collines. Dressé sur un promontoire, visible à plusieurs kilomètres à la ronde, se détache le château médiéval de Villebois-la-Valette. Une forteresse entourée de 7 tours bâties au XIIIe siècle par les comtes d'Angoulême. Le monument est sauvé de l'oubli en 1980 par une association qui y organise des chantiers de bénévoles. Et en 2001, c'est un fou de château qui le rachète. Depuis, les campagnes de restauration se succèdent. Mais c'est juste de l'autre côté de la vallée, à 3 km, que se dévoile le monument historique le plus étonnant de la région. Le château de la Mercerie. Posé au cœur d'un domaine de 50 hectares, on le surnomme ici le Petit Versailles charentais. Cet édifice, récent, pastiche les grands courants de l'architecture. Il y a d'abord ce manoir néo-gothique, construit au XIXe siècle, puis cette immense façade inachevée, de 220 mètres de long, dont la construction a débuté en 1947. Une grande tache blanche sous le soleil des Charentes. Des murs épais de 4 mètres, 320 mètres de façade, un parc de 400 hectares. Réalisé en 1967, ce documentaire est l'unique témoignage en images de la folie de 2 frères amoureux de la culture classique. À Magnac-la-Valette, près d'Angoulême, tel que l'ont voulu et conçu 2 frères passionnés de culture classique, Alphonse et Raymond Rétoré. Député jusqu'en 1978, Raymond Rétoré est une figure locale de l'histoire charentaise. Alphonse, son cadet passionné d'architecture, a dessiné tous les plans et les décors du château. C'est au lendemain de la guerre que les 2 frères entreprennent l'édification de leurs rêves. Pendant 25 ans, une vingtaine d'ouvriers travaillent sans discontinuer à la conception de ce petit Versailles charentais. La plupart sont des agriculteurs qui vivent au pied du château et se sont formés sur le tas. Et vous voulez sans doute me demander pourquoi avez-vous fait ça? Est-ce que ça avait un but d'utilité? Vous êtes allé en Italie, vous avez vu les palais italiens. Si vous aviez demandé aux gens qui les ont construits à la Renaissance, pourquoi construisez-vous ces palais? Pourquoi même vous ruinez-vous à les construire? Il vous a répondu parce que ça nous fait plaisir. Et c'est la raison pour laquelle on a construit et on construit la Mercerie. Nous avons fait cela simplement par un besoin, comme on aime la peinture ou comme on aime la musique. Mais faute de moyens, en 1970, les travaux sont interrompus. Après le décès des 2 frères, la mercerie est vendue et laissée à l'abandon. Aujourd'hui, un groupe de bénévoles se bat pour sortir le château de l'oubli. Parmi eux,
Damien Garnier. Ébéniste et restaurateur de renommée internationale, il participe à la résurrection de la mercerie. Ouais, mes parents connaissaient ce château. Ouais. Moi, je n'ai pas de souvenir d'y avoir été, parce que j'étais trop petit, quoi. Mais mes parents connaissaient ce château. Ce matin débute une journée particulière. C'est aujourd'hui que des volontaires s'emparent du château pour un grand nettoyage. Est-ce que quelqu'un a un crayon? L'objectif est d'ouvrir la mercerie à la visite au premier jour d'été. Pour les photos. Comme toujours, Didier Joby est à la manœuvre. Ah, c'est Jean-Claude, et puis c'est Marilyn. Il y a 2 ans, il crée l'association de sauvegarde. À son initiative, la commune de Villebois-la-Valette signe un bail de 75 ans pour protéger le monument. Vous irez avec Gilbert? Oui. Hein? Tous les deux. Parce que vous allez débroussailler là-bas, vous allez faire des travaux. Ce matin, il attend plus de 150 participants venus de toute la région. Qui n'a pas fait sa photo? Après l'inscription, une photographie est obligatoire afin que chaque restaurateur bénévole soit assuré pour la durée du chantier. Pour ceux qui ne se sont pas fait inscrire encore, vous continuez à vous faire inscrire. Pour les responsables, j'aimerais bien les avoir pour leur donner leur fiche de tâche. On va avoir plusieurs chantiers. Là, on a des tailleurs de pierre, des maçons, des menuisiers, des charpentiers, des terrassiers qui vont venir avec leur matériel et qui vont mettre tout ça en place. Allez, venez avec moi. Des agriculteurs et des professionnels du bâtiment sont venus encadrer les aspirants maçons. Tu t'en occupes, il t'a confié, tu fais attention. C'est bien, merci Jean-Pierre. Le premier chantier est situé à l'entrée du château. Il faut nettoyer cette zone où dans quelques mois seront reçus les visiteurs. Le deuxième chantier est localisé un peu plus haut derrière l'immense façade inachevée. Une chaîne humaine récupère des pierres qui, une fois retaillées, serviront à la restauration du monument. Un troisième groupe, plus aguerri, stocke des centaines de planches, destinées à la réfection des nombreuses charpentes. Elles proviennent des arbres abattus dans le parc durant une tempête. Car aujourd'hui, la priorité des sauveteurs, ce sont les couvertures de la mercerie. Le toit, c'est l'urgence pour Didier Joby. Allez, accroche-toi à la ligne de vis. T'as vu alors? Accroche-toi à la ligne de vis. C'est une association d'aide par le travail qui est venue prêter main forte. C'est assez dangereux. D'accord. Et en passant, les tôles se sont un peu abîmées. Aujourd'hui, il faut d'abord établir un diagnostic. Comme vous voyez ici. Ça fait partie des choses qui m'inquiétaient aussi. Ils vont mettre à profit les 2 jours de beau temps pour tenter de placer hors d'eau cette partie de la toiture qui, normalement, protège les plus belles salles du château. Et comme vous voyez aussi dessous sur le solivage, tout part aussi en V. L'état de la charpente inquiète Didier. C'est la première fois qu'il monte pour inspecter le toit. C'est essentiel d'intervenir sous peine de perdre une partie du château. Donc, là, c'est impératif et c'est pour ça qu'on travaille dans l'urgence. En fin de matinée, les 150 bénévoles ont envahi les extérieurs du château et le parc, où se livre un balai de tondeuse. Sur les façades, une petite armée de volontaires nettoie les immenses fenêtres du corps central de la mercerie. Le château fait l'objet d'une gigantesque campagne de nettoyage. La première, depuis plus de 30 ans d'abandon, mais aussi de pillage.
Aujourd'hui, à la mercerie, seuls subsistent quelques éléments des nombreux décors d'origine. Les bénévoles vont tout mettre en œuvre pour les sauvegarder. À l'entrée du château, Damien Garnier, l'ébéniste, prépare son matériel de restauration avec son employé. Moi, ce qui me plaît dans ce château, en fait, c'est un petit Versailles, vraiment. C'est vrai que c'est un château où il y a de l'intérêt. Malgré tout, c'est pas quelque chose du 18e, etc. Mais il y a un intérêt. Pour installer leur chantier, les deux artisans d'art traversent la fameuse galerie des Azulejos. Des céramiques portugaises inspirées de scènes pré-romantiques. Les frères Rétoré les avaient fait spécialement fabriquer dans la plus grande manufacture du pays, proche de Lisbonne. Cet espace exceptionnel est l'un des plus beaux dédiés à cet art. Damien dispose son atelier dans cette immense pièce recouverte de bois sculpté. Elle est appelée la chambre de Béruge. Cette salle est entièrement décorée avec des toiles de l'école classique. Si certaines sont des copies, d'autres sont des œuvres originales réadaptées ici dans les années 50 par un artiste venu spécialement d'Italie. Bon, alors ce qu'on va faire... Une vingtaine de bénévoles est venue prêter main forte à Damien. Vous voyez, on a déjà fait... Les ornements à décaper sont en bois précieux, alors Damien dévoile ses secrets de professionnel. Vous allez prendre des petits bidons comme ça de dessireur, un pour deux, quoi. Et de la laine d'acier et de la mèche, en fait. Voilà. Première opération, il faut retirer la cire avec une paille de fer sur les 80 mètres carrés de boiserie. Allez-y au dessireur. Ouais. Alors là, vous avez passé là? Ouais. Allez-y encore, parce que c'est noir, vous voyez. Donc après, il faut bien essuyer. Hein. Regardez, parce que autrement, ça sèche et puis la saleté, elle revient dans le bois, quoi. Le principe, c'est de vraiment nettoyer le bois, quoi. Vous voyez, regardez ça. La filasse, enfin la mèche, elle va vite consommer, quoi. Je vous laisse faire, je vais voir d'autres. Ah, c'est la première fois là, oui, que je fais ce type de choses. Mathilde s'est installée à Magnac il y a 14 ans. Eh bien, quand on est arrivé, nous, dans la région, qu'on a découvert ce château, on s'est posé des questions, forcément, sur ce château. On nous a plus ou moins raconté son histoire. Et c'est vrai qu'on était assez triste de voir l'état de ce château. Et quand on a eu vraiment l'opportunité de participer, pour nous, ça nous a paru logique. On ne s'est pas tellement posé de questions, en fait. Même personnellement, c'est gratifiant, quoi. Enfin, quand le château ouvrira ses portes, je pense qu'on sera fiers. Marie et Michel sont bénévoles depuis 1 an. Quand on a connu le château avant et la ruine maintenant, ça fait plaisir d'avancer un peu, quoi. Dans une autre aile du château, d'autres volontaires nettoient une immense toile, un triomphe du Christ. À l'époque de leur splendeur, les frères Rétoré l'avaient fait installer à plus de 8 mètres de hauteur pour masquer un plafond. Disséminées dans le château, les peintures sont nombreuses. Et pour leur rénovation, bon nombre ont été rassemblés dans cette salle sous la direction d'Angelica Masper, une restauratrice professionnelle d'origine allemande. Installée à Magnac-la-Valette, elle est venue donner de son temps et de son savoir. Il faut penser que c'était 40 ans au moins que c'était exposé aux intempéries. Et ce ne sort pas si mal que ça. C'est important d'être là, oui, pour sauver tout ça.
Mais il y a du travail. Il a été travaillé, je crois que c'est pour des années. Pour Oriane Blot, étudiante et apprentie restauratrice, c'est un véritable cours de travaux pratiques. Malgré tout, il y a quand même beaucoup de poussière qui reste incrustée. Ça révèle quelques détails. Bien souvent, dans les parties sombres, c'est encore plus flagrant. Après 5 heures de travail, ce portrait de femme retrouve son lustre d'antan. Sans tarder, les restauratrices vont replacer la toile dans sa salle d'origine. Pour les bénévoles, cette peinture totalement rénovée est la première d'une longue série. Après plus de 40 ans passés dans un entrepôt, elle est enfin réinstallée. Aujourd'hui, Magnac-Lavalette vit à l'heure de la mercerie. C'est la fin de la première journée. Dans la cantine scolaire, un petit groupe de femmes s'active. Oui, mais t'as été obligé de le laisser là-bas, il n'y en a pas. Celui-là, laisse-le là-bas. Elle prépare le repas des volontaires. Ah ben, je stresse. Hein. C'est vrai? Je stresse, mais pourquoi? Ça va y aller. Hein. Parce que je veux que ce soit bien. Et voilà. À table! Traditionnellement, pour remercier tous les bénévoles, un dîner est offert par des donateurs locaux. Et comme toujours, l'entrée de Didier Joby est saluée par une ovation. Il y a 120 repas là, qui sont servis aujourd'hui. C'est bien mieux que je pensais. Nous, on avait tablé 100 personnes. Là, ils viennent de tout le département et bien au-delà. On a des gens qui viennent de Paris, qui descendent de Paris. Un projet comme celui-là, il est fédérateur. Et puis, les gens aiment les projets qui sont fous. C'est un projet complètement fou, qui n'est pas du tout à notre échelle, qui n'est pas à l'échelle d'une toute petite commune comme ça. Et donc, les gens disent c'est beau ce qu'ils font. C'est beau parce que c'est donné, c'est offert. Je suis heureux, ça me rend très humble d'être avec eux au quotidien et d'être même leur porte-parole. Je me sens ému là. Oui, bien sûr. Nous retrouverons les sauveteurs de la mercerie pour la première ouverture du château au public depuis 30 ans. Nous quittons l'Angoumois pour le nord de la région, les confins du Poitou et de la Touraine. Ce matin, sur une petite route de la Vienne, un fou de photographie vient de quitter Châtellerault. Pierre Méret rejoint un petit aérodrome à une dizaine de kilomètres. Pour s'adonner totalement à sa passion, ce médecin a changé de vie. Il est aujourd'hui photographe aérien. C'est devenu mon métier, c'était purement ludique au début. Bon, et ensuite, je me suis aperçu du fait qu'il était quand même dommage de voler et de ne pas garder quelque chose de ses vols à chaque fois. Dès que la météo le permet, Pierre se précipite pour voler. Il lui faut à peine 10 minutes pour préparer son appareil d'une trentaine de kilos. Composé d'une voile de parapente et d'un petit moteur.
Le maniement de l'appareil est simple. Et quelques mètres suffisent pour décoller. Aujourd'hui, Pierre part photographier une réserve naturelle étonnante située à près d'une demi-heure de vol. Donc voilà, je viens de décoller en vue d'aller faire quelques prises de vue du plateau du Pinail. Donc ça va me prendre encore 20 minutes pour arriver. Mais comme de toute façon la brume n'est pas encore levée, ça tombe très bien d'attendre un petit peu que la brume se dissipe. Il y a toujours un aléa de ce côté-là, on ne sait jamais exactement quand la lumière va être optimale. Le paramoteur est l'engin le plus approprié pour faire des clichés depuis le ciel. Le parapente motorisé permet d'être littéralement assis sur la masse d'air et d'en sentir toutes les turbulences. C'est une sensation de glisse plutôt agréable. Le photographe longe maintenant la vallée de la Vienne. Après 10 minutes de trajet, le soleil perce enfin sur le nord du Poitou. Alors voilà, j'aime beaucoup voler en Poitou parce que évidemment c'est chez moi et on est quand même assez gâté sur le plan de la géographie physique avec beaucoup de bocages, de vallons, de petites vallées, de rivières, de plans d'eau. C'est une région assez riche par sa diversité. En lisière de forêt, Pierre s'approche enfin de la réserve naturelle du Pinail. Un site unique. Vu du ciel, des centaines de flaques d'eau se succèdent. Un paysage qui raconte l'histoire poitevine. C'est une ancienne exploitation de pierre meulière qui florissait au Moyen-Âge du Xe ou XVIIe siècle. Cette pierre servait à fabriquer les meules destinées à moudre le blé pour produire la farine. Les 4 siècles d'extraction de pierre pour les moulins ont créé ce paysage lunaire. Un ensemble de près de 3000 mâts. Cette zone est aujourd'hui un sanctuaire pour des fleurs rares, mais aussi pour des libellules, des écrevisses et des amphibiens. Le Pinail est l'unique réserve naturelle du département de la Vienne. Au même moment, sur l'aérodrome de Chennevel, 2 autres passionnés de paramoteurs et d'oiseaux s'apprêtent à décoller. Vous volez, Jekyll. C'est Jekyll, hein? Ouais, c'est Jekyll, ouais. On va aller faire voler Jekyll. Et qui est Jekyll? Jekyll, c'est une corneille. Une corneille qui vole en paramoteur. En fait, ouais, c'est un oiseau qui a été sauvé d'un élagage qui venait juste de naître, vraiment juste de naître. Donc Stéphane s'en est occupé, hein, c'est lui le papa, moi je suis juste le tonton. Maintenant, il faut qu'il continue à se muscler, qu'il ait envie de voler plus aussi, parce que c'est un effort de voler. Donc ça lui demande un vrai travail, quoi. Donc il faut l'entraîner un maximum. Stéphane Clavurier est un pilote aguerri. On y va, on y va. C'est la 10e fois qu'il emmène Jekyll en altitude pour lui apprendre à voler. Cette corneille est âgée d'un peu plus d'1 an. C'est parti.
À 200 mètres de hauteur, Stéphane coupe le moteur pour que l'hélice ne blesse pas son élève. Bon, tu veux voler, Jekyll? Eh oui. Hop, allez, c'est parti. T'en as des trucs à raconter, allez. Bon, tu sors? L'oiseau ne s'éloigne jamais trop loin de son éducateur. Ouais, un deuxième petit vol. Allez, c'est parti. Allez, Jekyll. T'es presque arrivé. Durant une demi-heure, Stéphane incite Jekyll à se lancer. Allez. Allez. Ah, mais t'es encore revenu. Non? T'as pas volé aujourd'hui? Non, t'as pas envie, hein? Vraiment pas envie de voler, hein? Dans la nature, la corneille aurait appris à voler dès son premier mois avec ses parents. Allez, Jekyll. Comment ça s'est passé, Stéphane, là? Eh ben, pas trop mal, ouais. Il a pas voulu voler beaucoup, mais ça va un petit peu, quoi. Ouais, il choisit la solution de facilité. Là. Ouais, il est proche de son instructeur, là, pour l'instant. Un peu trop proche. Ouais. Il manque encore un peu de muscle, donc même un petit vol comme ça, c'est un vol qui pour lui est intense, hein, parce qu'il doit suivre, voilà, il y a la vitesse, donc il faut qu'il suive tout ça, qu'il suive la trajectoire. C'est réaliser un peu un rêve, hein. On veut voler comme des oiseaux, là on vole avec des oiseaux, donc ça va au-delà de ce qu'on avait espéré, quoi. Ouais. Après une demi-heure de repos, Stéphane repart en vol, toujours accompagné de Jekyll. Il faudra encore une dizaine de leçons pour que la jeune corneille soit totalement autonome. Direction le sud de la région, dans les forêts domaniales de l'Angoumois. À Magnac-la-Valette, le château de la Mercerie accueille aujourd'hui ses premiers visiteurs depuis plus de 30 ans. Des dizaines de voitures se présentent à l'entrée pour une grande brocante. Merci. Votre nom et combien de mètres vous voulez? Je crois qu'on a déjà retenu ma place. Oui. Pour financer les travaux, les bénévoles de l'association de sauvegarde du château font payer un droit d'entrée aux brocanteurs. Venus de toute la région, ils sont plusieurs centaines à s'installer sur la trentaine d'hectares du parc. Cette journée marque la résurrection du monument. Oui, c'est vrai. Allez. Il est 11 h du matin et les chineurs se font attendre. Ils sont tous arrivés ou pas là déjà? Je crois pas, non. Les Charentais sont réputés pour leur lenteur. Voilà. Donc ils viennent doucement. Mais sûrement. Oui, mais sûrement. Mais puis c'est une première, donc il y a le facteur découverte, c'est la première fois que c'est sur ce site. C'est que le château était mystérieux jusqu'à présent. C'était réservé simplement à quelques initiés, quelques privés. Alors que maintenant, tout le monde peut s'accaparer
le cadre, le château. Et vous savez, la façade appartient à celui qui la regarde. Donc on est tous un peu propriétaires du château. Pour l'organisation de cette journée, l'association a fait appel à toutes les bonnes volontés de la région. Et aujourd'hui, la mercerie compte 5 nouveaux bénévoles venus de Mornac, une ville voisine. Ce soir, ils vont illuminer le château. Artificiers professionnels, ils conçoivent les feux d'artifice pour les sites les plus prestigieux. C'est très particulier, sachant qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire des feux d'artifice dans les châteaux, c'est assez rare, mine de rien, on n'est pas dans la Loire. Donc nous, ici, on s'éclate en fait. On s'amuse bien, il faut tout mettre en valeur. Donc c'est très très bien à faire. Durant 3 heures, le groupe s'empare des longues façades de l'édifice. Je dois avoir 24 tickets. Vous me les montrez, mais vous les gardez? Pendant ce temps, à l'entrée du château, Oriane Blot, l'étudiante venue de Royan, elle aussi bénévole, accueille les visiteurs de la journée. C'est la première fois depuis la mort des frères Rétoré que la mercerie ouvre ses portes. Oriane commence sa visite par des détails qui marquent la singularité des lieux. Là, vous allez remarquer dans les salles que l'on va traverser des plaques de marbre en haut des pièces, des entrées, parfois au milieu, inopinément, avec des phrases qui sont des citations, puisque donc on sait que les frères Rétoré étaient amoureux de littérature et de culture. Vous voyez que là, vous avez une citation en grec. Plus loin, vous allez avoir de l'anglais, du latin, voilà. La jeune guide poursuit la découverte du monument avec la fameuse chambre de Béruges, que les bénévoles ont totalement décapée et cirée. On imagine même meubler la prestance de la pièce. Hein. On sent que... Visiblement, la restauration fait son effet. Je trouve que c'est super de vouloir faire vivre les beautés de la région. C'est beau que ce soit les gens de la région qui le fassent et qui prennent ça en charge. Avec le vernis, on distingue qu'il y a eu des raccords ici. Moi j'adore le patrimoine et je trouve que c'est une super initiative quelque part de donner du temps pour sauver un patrimoine. Je trouve ça vraiment génial. J'espère que c'est la première d'une longue série. Quand on est attaché à un site, on n'a qu'une envie, c'est de communiquer l'envie de découvrir et d'en savoir plus au public. Le contrat est rempli pour les membres de l'association. Aujourd'hui, 500 personnes se pressent pour accéder aux salles du château. En début de soirée, les visiteurs envahissent le parc où le feu d'artifice va être tiré. Cette journée est un succès pour Didier Joby, le président de l'association. C'est une étape importante, parce que les gens ont répondu présent. Mais ce n'est qu'une étape. Les frères Rétoré étaient des gens fous. Mais ce soir, je ne suis pas tout seul à avoir envie d'être fou. Ce soir, après 30 ans d'oubli, le château est en fête. Grâce au travail des 250 bénévoles, qui se retrouvent désormais une journée par mois, la mercerie tourne une nouvelle page de son histoire.